Bonjour à tous, je suis le professeur Mohamed Ziani. Dans cette vidéo, on va parler des normes matricielles et le conditionnement d'une matrice. Mais avant ça, on va introduire la notion de la norme ou d'une norme vectorielle sur Rn. Il s'agit d'une application de Rn vers R+, tel que à tout x fait correspondre la norme de x, tel que on a les trois propriétés suivantes. La première, c'est que si vous avez x égale, la norme de x égale à 0, ceci est équivalent à dire que x est l'élément, le vecteur nul de Rn. 2. Ça veut évidemment quel que soit x dans Rn. La deuxième propriété, quel que soit lambda dans R, quel que soit x dans Rn, vous avez la norme de lambda x égale à la valeur absolue de lambda fois la norme de x. Et la troisième propriété, qui est l'inégalité triangulaire, cette propriété dit que quel que soit x, y dans Rn, la norme de x plus y, elle est inférieure ou égale à la norme de x plus la norme de y. Donc je répète, donc une norme vectorielle sur Rn est une application qui est définie de Rn vers R+. En fait, là, nous sommes en train de généraliser la notion de la valeur absolue pour les vecteurs. Pour que cette application soit une norme vectorielle sur Rn, elle doit vérifier les trois propriétés. Donc pour chaque x dans Rn, une fois vous avez la norme de x égale à 0, ceci est équivalent à dire que x égale à 0. Et la norme de lambda x, c'est la valeur absolue de lambda fois la norme de x. Et ensuite, vous avez quel que soit x, y dans Rn, la norme de x plus y, il est inférieur ou égal à la norme de x plus la norme de y. Il s'agit bien de l'inégalité triangulaire. Les normes usuelles sur Rn sont définies par ceci. Donc les normes usuelles qu'on avait déjà rencontrées dans les chapitres précédents. Il s'agit bien donc là des trois normes classiques. Donc si vous avez x égale à x1 jusqu'à xn dans Rn, on a la norme 1. C'est la somme de i égale à 1 jusqu'à n des composantes en valeur absolue. Et la norme 2, c'est la racine de la somme des composantes au carré, avec i allant de 1 jusqu'à n. Ça, c'est la norme euclidienne sur Rn. Et ensuite, vous avez la norme infinie. Et ça, c'est le maximum des composantes de x pour i entre 1 et n. Donc, ces trois normes sont en fait équivalentes. Les trois normes sont équivalentes puisqu'on travaille en dimension finie. Et donc, ces trois normes sont les plus utilisées en pratique, c'est un travail dans Rn. On passe maintenant vers les normes matricielles. Donc, définition. Et les normes matricielles. Et donc, on va définir cette norme-là sur
MNR, qui le R espace vectoriel des matrices carrées d'ordre n, des matrices carrées d'ordre n, ou encore de taille n. OK? Et donc, une norme matricielle est une application aussi qui est définie de Mn de R vers R+, et qui vérifie les trois propriétés de norme vectorielle. Donc là, si vous avez une matrice A, vous avez la norme de A, telle que vous avez quatre propriétés. Donc la première et la deuxième et la troisième sont exactement les mêmes propriétés que norme vectorielle. Donc qu'il soit A dans M, N de R. Si vous avez la norme de A, ceci est équivalent à dire que A égale à la matrice nulle. Et qu'il soit lambda dans R, qu'il soit A dans M, N de R, la norme de lambda A, c'est la valeur absolue de lambda fois la norme de A. Et on a aussi l'inégalité triangulaire, c'est que la norme de A plus B, elle est inférieure ou égale à la norme de A plus la norme de B, quel que soit A, B dans Mn de R. Mais là, on rajoute une autre propriété, qui est la quatrième, c'est que la norme de AB, elle est inférieure ou égale à la norme de A multipliée par la norme de B, quel que soit A, B dans R. Très bien. Ça, c'est la définition générale des normes matricielles sur Mn de R. Maintenant, on va voir des exemples classiques aussi des normes matricielles. Et pour cela, on va définir ce qu'on appelle une norme matricielle induite, ou encore on dit ou subordonnée. Induite, de quoi? Elle est induite d'une norme vectorielle. Et donc, à partir d'une norme vectorielle, on va définir une norme matricielle de la façon suivante. Donc là, si vous avez A, S, je vais noter S pour dire subordonné. Donc, soit A dans M, N de R, la norme de A, subordonnée ou induite, il est défini par le sup de AX sur la norme de X, avec X appartenant à Rn, et X différent de 0, bien évidemment. Vous allez remarquer ici qu'on a défini cette norme matricielle à partir de la norme vectorielle suivante. Et donc là, AX est un vecteur, donc si vous avez A matrice et X vecteur, donc AX est un vecteur, il est dans Rn. Et donc la norme que vous avez ici, c'est une norme vectorielle. Et bien évidemment, ici, c'est la norme de X. Ça s'appelle une norme vectorielle, une norme matricielle induite ou subordonnée. Pourquoi il s'agit bien d'une norme? Car il vérifie les quatre propriétés que vous avez ici. Il est facile de démontrer que les quatre propriétés sont bien vérifiées. Donc, il s'agit bien d'une norme matricielle. Tout à l'heure, on avait défini les normes vectorielles classiques ou usuelles. Donc, la norme 1, la norme 2 et la norme infinie. Donc, de la même façon, on va définir les normes usuelles. Et donc, la norme usuelle matriciellement, sur la norme matricielle usuelle, c'est le sup de AX, mais la norme 1, sur la norme 1, avec X différent de 0, évidemment. On démontre que ça, c'est le maximum sur G. Donc, on va prendre ici A de la forme suivante, A et G, sous
le maximum des sommes des A et J. Et donc, c'est le maximum sur la somme des colonnes, des éléments, les coefficients des colonnes. Donc, si vous avez une matrice, par exemple, de 3 colonnes, donc on prend la somme de la première colonne, en valeur absolue, la somme de la deuxième colonne, et la somme de la troisième colonne, et on prend le maximum. Ça va nous donner la norme 1. Cette norme-là, elle est induite de la norme vectorielle 1. Et de la même façon, donc la norme infinie sur les matrices, ça, c'est le sup de AX infini sur X infini, avec X différent de 0. On démontre que ça, c'est le maximum sur I, la somme sur J, A et J. Donc, si vous avez une matrice, par exemple, de 3 lignes, donc on calcule la somme des éléments de la première ligne en valeur absolue, et la même chose la deuxième ligne et la troisième ligne, et on prend le maximum des résultats. Ça va nous donner la norme infinie d'une matrice. Et vous avez la norme 2 sur les matrices, qui est induite de la norme euclidienne sur Rn. En fait, ça, c'est un peu compliqué. Donc, il est défini par le rayon spectral de A transposé A. Ou, c'est quoi le rayon spectral d'une matrice? Donc, le rayon spectral d'une matrice B, c'est le maximum des valeurs propres en module ou en valeur absolue, telles que lambda, valeur propre de B. Et donc, comment on calcule cette norme-là? Donc, d'abord, il faut construire A transposé A, et puis calculer les valeurs propres de A transposé A, et prendre la plus grande en valeur absolue. Ça va vous donner le rayon spectral, et après, vous prenez la racine. Donc, je répète, le rayon spectral d'une matrice, c'est le maximum des valeurs propres, telles que, en module, telles que lambda, valeur propre de A. Un cas particulier, donc si vous avez A symétrique, et donc ceci implique tout simplement que A, la norme 2 de A, c'est le rayon spectral de A au carré, et ça, c'est la valeur absolue maximum de A, et donc c'est le rayon spectral de A. Donc je répète ici, donc si vous avez A symétrique, la norme 2, tout simplement, il est le rayon spectral de A, ou encore, c'est la plus grande valeur propre de A. Donc, je vais prendre un exemple pour calculer la norme d'une matrice. Donc, si vous prenez A, par exemple, égale à 1, 2, 3, moins 1, 0, 1, et 4, 5, 6. Et donc, on voit bien que la norme 1, c'est le maximum, on a dit, c'est le maximum sur les colonnes. Donc, ce sera le maximum de la somme des éléments de la première colonne. Donc, c'est, mais en valeur absolue. Donc, la première colonne, c'est ça. C'est 1 plus 1 plus 4, c'est 6. Et après, la deuxième colonne, c'est 7. Et la troisième colonne, c'est 10. Et donc, le maximum, c'est 10. De la même façon, la norme de A2, la norme infinie de A. Donc, ce sera le maximum, mais sur les lignes. Donc, la première ligne, c'est 6 ou C. La deuxième ligne, c'est 2. Il faut pas oublier de rajouter la valeur absolue. Donc, c'est la valeur absolue de moins 1, c'est 1. Plus 1, c'est 2. Et après, vous avez 15. Donc, c'est 4, plus 5, plus 6. Et donc, la norme infinie, c'est 15. Ici, pour calculer la norme 2, j'aurai besoin de la matrice B qui est A transposé A. Donc, si vous calculez ça, vous allez trouver la matrice suivante, 18, 22, 26. Ici, 22, 29 et 36. Bien sûr, c'est une matrice qui est symétrique. Et 26, 36 et 46. Et donc, si vous calculez la valeur propre, vous allez trouver lambda 1 égale à 0. Et lambda 2 égale à 2,5199. Et lambda 3 qui est lambda max égale à 84,801.
La matrice A transposée A, elle est symétrique, et donc le rayon spectral de A transposé A, c'est le rayon spectral de B, égal à la plus grande valeur propre en module. Donc ça va nous donner 80, 4, 8, 0, 1. Et donc ceci implique que la norme 2 de A, c'est la racine de 90,4801. Et ça va nous donner 9,512021. Très bien. Donc, on a compris les trois, on a introduit les trois normes matricielles usuelles. Donc, ici, on va faire le lien entre le rayon spectral et les normes. Donc, pour cela, je vais introduire le théorème suivant. Donc là, je vais prendre une norme induite, ou encore subordonnée, sur Mn de R. Donc, la première propriété, c'est que le rayon spectral de A, il est toujours inférieur à toute norme de A. Je répète. Et ça, quel que soit A dans Mn de R. Et donc, je répète, ici, le rayon spectral qui est la plus grande valeur propre en valeur absolue est inférieur à toute norme de A. En fait, soit subordonné, soit non. Hein. Mais ici, je l'ai introduit seulement pour les normes subordonnées. 2. Si vous avez le rayon de spectral de A inférieur strictement 1, ceci est équivalent à dire que la limite de la suite des matricielles, des AK, quand K tend vers plus infini, ça, c'est la matrice nulle. Ces deux propriétés sont vraiment intéressantes. Donc là, je répète, le rayon spectral, il est inférieur à toute norme. En fait, soit induite, soit non. Et une fois que vous avez le rayon spectral de A inférieur à 1, donc ceci est équivalent à dire que la limite de la suite matricielle, A à la puissance K égale à 1. Donc ça ressemble aux suites géométriques. Maintenant, on va passer au conditionnement d'une matrice. Pourquoi on s'intéresse au conditionnement? En fait, ceci, ça va nous aider à mesurer la sensibilité de la solution du système linéaire à x égale à b aux perturbations des données A et B. Donc là, si vous avez un système linéaire à x égale à b, donc les données sont A et B. Donc comment mesurer la sensibilité de la perturbation de A et B pour la solution? Donc si on perturbe A ou B, est-ce qu'on a un grand changement de la solution? Donc pour comprendre cette notion-là, je vais prendre le système suivant, donc AX égale à B, mais avec A égale à 1, 2, 2, 4 plus 10 à la puissance moins 6, et B égale à 3, 6 plus 10 moins 6. Donc si on résout ce système, si on résout le système AX égale à B pour ces deux données, vous allez trouver X égale au vecteur 1, 1. Maintenant, on va perturber juste B. Donc, je vais garder la même matrice, A, mais je vais prendre B tilde, égale à 3, 6, moins 10 à la puissance moins 6. Donc là, si on compare B et B tilde, donc là, ici, vous avez 6 plus 10 à la puissance moins 6, et là, vous avez 6 moins 10 à la puissance moins 6. Donc, en fait, c'est une petite perturbation de B. Et vous allez voir que si on fait la résolution, vous allez trouver une autre solution x tilde qui est vraiment loin de la solution que vous avez au départ. Et donc, qu'est-ce qu'on a compris de ça? Et donc, une petite perturbation. Donc, une petite perturbation de la donnée B a entraîné
une grande modification de la solution. Une grande modification de la solution. Très bien. Soit maintenant x tel que, donc soit x tel que ax égale à ab. Et on va poursuivre b. Donc là, on va considérer un nouveau système ax tilde égale à b. Bien évidemment, si vous poursuivez b, vous allez poursuivre la solution. Donc on n'aura pas la solution x, mais x tilde. Donc je vais noter delta x, c'est la perturbation. Donc c'est x tilde moins x. En fait, c'est l'erreur absolue. Et delta b, c'est b tilde moins b. Et donc, ce qu'on aura ici, donc là, ax tilde, donc on peut comprendre de ça, si x tilde égale à x plus delta x. Et à partir de ça, on aura b tilde égale à b plus delta b. Et donc, ce système linéaire devient tout simplement ax plus delta x égale à delta b plus b. Ceci implique quoi? Que ax plus a delta x égale à delta b plus b. Mais vous avez ax égale à b, donc là vous pouvez simplifier ça, puisque x égale à b. Et donc on aura tout simplement que delta x égale à combien? Donc on peut résoudre ça, delta x égale à a moins 1 fois delta b. Bien évidemment, on suppose que a est inversible. Tout à l'heure, j'avais oublié une propriété intéressante sur les normes matricielles. Donc, subordonnée. Je vais la rappeler ici. Donc, on avait introduit les normes vectorielles, mais vous avez une propriété vraiment intéressante. C'est que la norme de ax, donc qui est un vecteur, la norme vectorielle, il est inférieur à la norme induite de cette norme vectorielle, donc as, fois la norme de x. Quel que soit x dans Rn, quel que soit a dans Mnr. Donc, une propriété vraiment intéressante. On va noter ici. Ça s'appelle le critère de consistance des deux normes. Donc, je répète. Donc, si vous avez une norme matricielle induite d'une norme vectorielle, donc la norme de ax qui est un vecteur, il est inférieur ou égal à la norme de a fois la norme de x. Donc, on va appliquer ça dans notre système, ici. Donc, ceci implique quoi? Ceci implique que la norme de delta x, qui est un vecteur, il est inférieur ou égal à la norme de a moins 1, qui est une norme matricielle. Donc, je vais noter ici S, pour dire qu'il est subordonné, fois la norme de quoi? De delta b. Donc, encore. Donc, a moins 1 delta b. Donc, on va noter ici delta b, qui est une norme vectorielle, bien évidemment. Très bien, on va garder ça, cette propriété. Et vous avez déjà ax égale à b. Donc là, vous avez ax égale à b. Et donc, ceci implique que la norme de b, de la même façon, qui est la norme de ax, qui est un vecteur, il est inférieur ou égal à la norme subordonnée s fois la norme subordonnée x. Et donc, vous avez la norme de b. Et donc, ceci, non, c'est pas s ici. Donc, je vais corriger. Donc, c'est une norme vectorielle. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que 1 sur x, il est inférieur ou égal à la norme de a, qui est induite, sur la norme de b. Et donc, on va multiplier ces deux propriétés terme à terme. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient cette propriété-là,
c'est que la norme de delta x sur la norme de x, donc ça, en fait, c'est une erreur relative, il est inférieur ou égal à la norme de A subordonnée fois la norme de A moins 1 subordonnée fois delta B sur B. Très bien, qu'est-ce qu'on remarque ici? Et donc, on a borné la perturbation de delta x par la perturbation de delta B. Cette quantité-là, qui est la norme de A fois la norme de 1, s'appelle le conditionnement de A, et on note cond A. Et donc, le conditionnement de A, c'est la norme de A fois la norme de A moins 1. Et donc, pour que delta x soit petit, pour une petite perturbation de B, il suffit que le conditionnement de A soit trop petit. Et donc, tant que le conditionnement est trop petit, tant que la perturbation de B n'affecte pas la modification de x. Donc, bien évidemment, le cas idéal, c'est avoir le conditionnement égal à 1. Très bien. Bien évidemment, le conditionnement de A vérifie les propriétés suivantes. Donc, le conditionnement de A, il est supérieur ou égal à 1, toujours. Et donc, le cas idéal, c'est le plus petit, c'est avoir le conditionnement égal à 1. Et si vous avez A symétrique défini positive, donc de valeur propre lambda 1 jusqu'à lambda n, qui sont strictement positives, bien évidemment, parce que la matrice est symétrique définie positive, le conditionnement de A égale à lambda max sur lambda. Donc, si la matrice symétrique définie positive, il est facile de calculer le conditionnement de A. Maintenant, on a vu que si on perturbe B, on a cette relation-là qui permet de mesurer la perturbation sur X. Maintenant, on va voir quelle est l'influence de la perturbation sur A sur la modification de X, de la solution X. Donc, perturbation de A. Donc, on considère le système AX égale à B. Et après, le deuxième, c'est A plus delta A. On a perturbé le A. Bien évidemment, ici, vous aurez X plus delta X. C'est pas X égale à B. Donc, on démontre que, de la même façon, on démontre que delta X sur X plus delta X, il est inférieur ou égal au conditionnement de A fois delta A sur la norme de A. Et donc, on voit bien que tant que le conditionnement de A est petit, tant que la perturbation sur A de A génère des petites modifications sur X. Bien évidemment, ici, il ne faut pas oublier que la norme, ou encore le conditionnement de A, dépend de la norme utilisée. Donc, bien évidemment, si vous changez la norme de A, vous changez le conditionnement. Donc, par exemple, si vous prenez la matrice A égale à 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, qui est symétrique définie positive, donc les valeurs propres sont connues, donc la lambda 1 égale à 1, et lambda 2 égale à 1, et lambda 3 égale à 4. On vérifie bien évidemment que le rayon spectral de A égale à 4, et le conditionnement avec la norme 2, qui égale à la norme de A2 fois la norme de A moins 1, 2. Si vous calculez ça, on va trouver, on a dit que le rayon spectral c'est 4.
et le conditionnement de A basé sur la norme 1 égale à 5, qui est aussi, c'est le conditionnement basé sur la norme infinie, parce que la matrice est symétrique, de A. Et donc, vous avez bien que le conditionnement dépend bien de la norme choisie. Donc, ainsi, on a terminé cette vidéo. Bon courage et à une autre vidéo.